à tous. Merci d'être ici ce midi avec moi. Moi, je serais vous, je serais allée voir autre chose. Mais bon, maintenant qu'on a fermé les portes à clé, c'est trop tard, vous pouvez plus sortir. Du coup, je me présente, Marie Villet. Moi, je suis recruteuse chez Zenica. Et mes grandes passions dans la vie, c'est le métal et la bière. Je suis nantaise, donc vous pourrez me trouver au Ferrailleur, dans des salles de concert nantais si jamais vous passez dans la région. Mais bon, on n'est pas vraiment là pour parler de moi. Le sujet n'est pas super intéressant. Je suis là pour vous parler de manipulation. 3 techniques de manipulation faciles. Tout d'abord, je voudrais faire un petit disclaimer. Pour moi, la manipulation, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Alors, on peut effectivement penser aux politiques qui nous manipulent ou à ce genre de choses. Moi, la manipulation, je vois plus ça comme une manière de se faire aider ses collègues plus facilement ou d'obtenir plus facilement ce que j'ai envie en toute bienveillance. Du coup, la manipulation, c'est quoi ? Eh ben, on obéit tous à des règles qui sont inscrites au fond de nous-mêmes. On y obéit de manière instinctive, sans vraiment s'en rendre compte. Du coup, la manipulation, on va se servir de ces règles pour faire aux gens ce qu'ils n'auraient pas fait naturellement. Voilà. Donc, plus c'est subtil, mieux c'est. Il y a plein de techniques de manipulation. Aujourd'hui, je vais vous en présenter juste 3. And you may ask yourself, well, how did I get here? Vous êtes parfois demandé en soirée ou dans un repas de famille, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis venue ici? Je serais mieux chez moi, sous ma couette, devant Netflix. Et puis vous pouvez vous demander là, maintenant, mais qu'est-ce que je fous dans cette salle à écouter une recruteuse? Franchement, je serais mieux ailleurs. Eh bien, c'est en partie à cause de l'engagement et la cohérence. Pour être en paix avec nous-mêmes, pour être en paix avec nous-mêmes, on a tendance à rester cohérent avec les décisions qu'on prend. Quand on prend une décision, quand on va vers un chemin, on a tendance à rester cohérent et à continuer dans cette voie, même si ce n'est pas forcément la meilleure voie. Du coup, comment on s'en sert pour manipuler? Eh bien, on va faire en sorte que les gens s'engagent. On va faire en sorte que les gens s'engagent, on va les faire s'engager dans une voie et on va les faire continuer dans cette voie-là. C'est par exemple le cas des vendeurs de voitures et des recruteurs de donateurs dans la rue. Ils vont vous poser des questions, vous allez forcément répondre par oui. Ah, vous avez vu cette catastrophe naturelle, c'est quand même horrible. Bah oui. Vous avez vu ces enfants qui meurent de faim? Oui, c'est vrai, c'est horrible, c'est horrible. On va découler le discours comme ça, vous allez forcément répondre par oui, vous engager d'une certaine manière pour arriver à la question finale. Mais du coup, est-ce que vous souhaitez nous aider, nous donner quelques euros pour nous aider dans cette cause? Bon, bah, vous allez forcément répondre par oui, parce que vous êtes engagé d'une certaine manière. C'est la même chose pour les vendeurs de voitures, c'est la même chose pour pas mal de gens qui veulent vous vendre des choses. C'est aussi la même chose quand on est en couple. On a tendance à s'engager, on va emménager ensemble, on va prendre un chat ou un chien, on va faire un enfant, acheter une maison, acheter une voiture, etc. On s'engage petit à petit, et plus on va s'engager, plus il est difficile de revenir en arrière. Comment on s'en sert du coup? Eh bien, c'est assez simple. On va, par exemple, demander à un de nos collègues, on va le faire parler un petit peu. Bah tiens Nico, j'ai vu que tu connaissais un petit peu Go. Ouais, effectivement, je connais un peu. Bah, j'ai vu un de tes projets sur GitHub, c'est sympa, tu voudrais pas m'en parler? Bon là, il parle un peu de son projet pendant 5-10 minutes. Ah, puis j'ai vu que tu avais fait une conf aussi, c'était super intéressant, vraiment. Là, pareil, il commence à parler un petit peu de sa conf, tout ça. Et puis à la fin, vous lui demandez, bah du coup, tu voudrais pas m'aider sur un petit projet? Bon, le gars, ça fait 15 minutes qu'il se la raconte sur ses projets, sur ce qu'il a pu faire. Il va pas vous dire non, clairement. Bon, l'idée, c'est qu'il vous aide un peu, pas qu'il fasse le boulot à votre place, mais ça, chacun son truc. La deuxième règle, c'est la règle de la réciprocité. En fait, les gens sont plus enclins à vous aider si vous les avez déjà aidés avant, ou si vous leur avez déjà donné quelque chose avant. Cette règle, elle est très ancrée en nous, et il est difficile de s'en affranchir, parce qu'elle crée un sentiment d'obligation. On est contraint de rembourser notre dette, en fait. Et la force du principe, c'est qu'il est très rare de refuser un cadeau. Quand on vous offre quelque chose, quand on vous tend la main, vous avez tendance à l'accepter sans trop y réfléchir. Comment on s'en sert? Eh bien, on va créer des dettes.
On va rendre des services, on va donner des choses, on va être sympa. On va donner des petites choses et on va redemander en échange des services plus importants. C'est le cas dans votre vie, vous y avez affaire tout le temps. Vous y avez affaire aujourd'hui. Ah mais vous nous donnez juste votre adresse mail et vous pouvez gagner un gros cadeau. Vous nous donnez un tout petit peu vos données personnelles et vous pouvez avoir un t-shirt, vous pouvez avoir plein de choses. C'est un petit peu ça quand même. Vos enfants aussi, si vous avez des enfants, spoiler alert, ils vous manipulent. On est samedi matin, votre ado fait le ménage. Il passe l'aspirateur, il fait la vaisselle, c'est incroyable. Vous n'en revenez pas, vous êtes très content. Et puis, quelques heures plus tard, il ou elle vous dit « Tiens, maman, papa, je peux aller voir des copains ce soir, il y a une boum organisée. » Bon, bah là, il vous a manipulé clairement, il vous a offert quelque chose et il vous demande quelque chose en échange. Vous seriez horrible de lui dire non. C'est pareil pour tout ce qui est offres gratuites, les échantillons. Dans les magasins, on ne vous offre pas des échantillons pour que vous disiez « Ah, c'est super bon ». On vous offre des échantillons pour que vous vous sentiez redevable. Quand on vous fait goûter un morceau de saucisson, je ne sais pas où, sur le marché ou un truc comme ça, c'est pour que vous vous sentiez un petit peu obligé d'acheter quelque chose, un petit quelque chose. C'est un peu la même chose à Noël. Qui ne s'est pas retrouvé au repas de famille avec des cousins éloignés et il y a un de vos cousins éloignés qui vous offre un cadeau, sauf que vous n'avez rien prévu pour lui du tout. Bah, vous pouvez être sûr que le Noël d'après, vous lui aurez acheté un cadeau, c'est sûr. Et sur vos collègues, du coup, comment on fait? Eh bien, c'est assez simple, on va les aider. Tiens, j'ai vu que tu galérais un petit peu sur ton projet perso, écoute, je peux passer quelques instants, moi j'ai déjà eu un truc similaire, je peux t'aider. Et puis le lendemain, vous lui demandez un service qui est bien plus important. Il vous sera redevable, donc il aura plus tendance à vous dire oui. L'idée aussi, c'est de rendre service devant d'autres personnes, de créer une dette avec des témoins. La personne se sentira encore plus redevable, du coup, de vous donner un coup de main. La technique du rejet-retrait, c'est un peu sur le même principe. On va demander quelque chose de tellement énorme, de tellement gros, que la personne va forcément dire non. Par exemple, tiens Nico, t'aurais pas 100 € à me dépanner, j'ai oublié mon portefeuille, je suis un peu en galère aujourd'hui, je peux pas aller manger et tout. Non, j'ai pas 100 € sur moi, non. T'as pas 10 € alors du coup, juste pour me dépanner? Là, forcément, il aura plus tendance à vous dire oui, parce que lui aura l'impression d'avoir fait une concession. Ça marche pour plein de choses, notamment l'histoire des grosses promotions sur Internet. Vous voyez, grosse promotion sur un nouvel écran, moins 20%. Vous avez l'impression de faire une affaire alors qu'en fait, c'est le prix normal. Vous avez l'impression que le site fait une concession pour vous alors que pas du tout, en fait. La troisième technique, c'est la technique de la preuve sociale. On aura tendance à reproduire le comportement des gens qui nous entourent. Plus de gens font quelque chose, plus on aura tendance à les suivre, à faire la même chose. Plus la personne est connue, plus on aura aussi tendance à la suivre. Regardez tous les influenceurs sur Instagram, sur Facebook, etc. Ils auront beau faire tout et n'importe quoi, comme ils sont connus, on va faire la même chose. Par exemple, s'il y a 10 personnes qui sont comme ça et qui regardent dans la rue en l'air, vous aurez tendance à faire la même chose. Si vous êtes provincial comme moi et que vous allez à Paris et que vous êtes complètement paumé dans le métro, vous aurez tendance à suivre tout le monde plutôt que d'aller dans une direction où il n'y a personne. C'est ça la preuve sociale. Alors du coup, comment on s'en sert? On va s'en servir pour inciter des gens à faire des choses. Combien de fois on a entendu ce genre de discours? Comment ça, tu vas pas à la soirée? Mais attends, tout le monde y va sauf toi. Comment ça, tu vas pas au BDXIO? Mais t'es le seul à pas venir, franchement. Comment ça, t'as pas vu Star Wars, le dernier Star Wars? Mais attends, tout le monde a vu le dernier Star Wars. Bon, ça c'est la preuve sociale, la pression sociale. Donc on va mettre un peu la pression aux gens en disant que tout le monde le fait, sauf lui, alors pourquoi il le fait pas? Ça marche très bien aussi pour attirer des clients, des participants, ce genre de choses. C'est pour ça que, par exemple, les restaurants mettent souvent les premiers clients au niveau des devantures. Plus il y aura de monde dans un restaurant, plus on aura tendance à y aller. Plus il y a de monde dans un magasin, plus on y va, etc., etc., etc. C'est pareil pour les confs ou les concerts.
On met souvent 80% des places vendues, 90% des places vendues. C'est-à-dire qu'il y a plein de monde qui y va, sauf moi, mais mon Dieu, il faut que j'y aille, quoi. Le BDX.io fait ça aussi. Mais pour devenir populaire aussi. C'est le principe des likes, des follow, etc. Plus on a de gens qui nous follow sur Twitter, plus on en aura. Plus on a de gens en relation sur LinkedIn, plus on en aura, etc. etc. Ça, les restaurants ou les magasins l'ont bien compris. C'est le principe des avis sur Google, le principe des avis sur TripAdvisor, etc. Et il y en a d'ailleurs qui en abusent et qui achètent carrément des votes, qui achètent carrément des avis. Donc si vous voulez devenir populaire, ça c'est simple, essayez d'avoir le maximum de follow sur Twitter, essayez d'avoir le maximum de personnes sur LinkedIn, taguez des gens qui ont beaucoup de followers pour qu'ils vous follow, etc. etc. Voilà. C'est assez simple. Alors il faut que je vous avoue un truc dont j'ai presque plus honte parce que ça fait longtemps que je le dis maintenant. Pour faire ce talk, j'ai été sur des sites bizarres. J'ai été sur un site qui s'appelle La Drague by Kamal. Le gars est extraordinaire. Il a monté tout un site, il y a un côté fille, un côté garçon, et il explique aux gens comment draguer avec des techniques de manipulation. Ça va super loin, c'est vraiment extraordinaire, je vous le conseille. Bref, le gars explique que pour draguer, quand il va dans un restaurant ou dans un bar, eh ben, il a tendance à aller toujours serrer la main au patron ou au serveur, comme s'il le connaissait. Et du coup, la personne qui est avec lui a l'impression qu'il est connu, reconnu, que les gens l'apprécient. Et donc que la personne devrait l'apprécier aussi. Voilà, chacun sa technique. Bon. Les dangers de la preuve sociale, c'est que, comme je vous l'ai dit, on a tendance à copier le comportement des gens qui nous entourent, quand c'est bien, mais aussi quand le comportement est quand même pas terrible. On a beaucoup de témoignages de personnes qui se sont fait agresser dans la rue ou dans les transports en commun, qui nous disent « je comprends pas, il y avait plein de gens, mais personne n'a réagi ». Eh ben, c'est en partie à cause de la preuve sociale, où en fait, comme personne ne réagit, on a l'impression que c'est le comportement normal, et on ne se pose pas vraiment la question. Du coup, dans ces situations, le mieux, c'est quand même de réfléchir par soi-même et se dire « Et si moi j'étais à la place de cette personne, comment j'aimerais que les autres réagissent ?» Et de réfléchir à tout ce que vous pouvez faire, plutôt que de ce que font les autres. Moi, vraiment, qu'est-ce que je veux faire? Voilà. La preuve sociale aussi, ça dépend beaucoup de la notoriété de la personne, je vous en ai parlé avant. Typiquement, toutes les starlettes sur Instagram, les stars de cinéma, de musique, etc., ont tendance à faire des choses. Pareil, posez-vous la question, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire la même chose parce qu'elle est connue? Voilà. Je vous remercie. Je pense qu'on a le temps pour quelques questions, si jamais y a des personnes qui veulent me poser des questions. Ou pas, hein. Il n'y a jamais eu un... Déjà, merci pour le talk. Je vous en prie. Il n'y a jamais eu un moment où vous vous êtes dit je vais trop loin? Et à ce moment-là, on fait quoi? Alors, quand on sait qu'on est allé trop loin, par exemple. Moi, personnellement, j'utilise peu les techniques de manipulation. Moi, j'aime bien me renseigner sur le sujet pour éviter de tomber dedans, en fait. Notamment pour tout ce qui est achat de choses. J'achète plein de trucs, je vais plein dans les magasins et tout ça, et franchement, je me fais beaucoup avoir. Donc je me suis surtout renseignée sur ces techniques-là pour les éviter au maximum, y compris en entretien de recrutement. J'ai l'impression que les gens se font beaucoup avoir en général, et de leur montrer certaines choses, je trouve que c'est intéressant pour éviter de tomber dedans. Après, moi, d'un point de vue professionnel, j'utilise pas ça. J'utilise ça dans ma vie perso, avec mes potes. Voilà, ils savent bien à qui ils ont affaire, mais ça reste quand même bienveillant et sympa, quoi. Mais c'est sûr que si ça tombe entre de mauvaises mains, il y a des gens qui sont experts dans ces techniques de manipulation et qui en font des choses vraiment pas cool, quoi. Ça, c'est sûr. D'autres questions? Encore une dernière question, après on va enchaîner directement. Pour vous renseigner sur toutes ces techniques de manipulation, vous avez exploité des ressources particulières, des auteurs, vous avez cité le site de la drague de Toto, alors, là. C'est pas ma source principale. Ouais, j'imagine, d'où la question. Beaucoup de bouquins, en fait. Il y a notamment
5 techniques de manipulation. Je pourrais les poster sur Twitter avec les titres exacts si vous voulez. Il y a Petit traité de manipulation à usage des gens honnêtes aussi. Il y a un livre qui est très très bien sur la langue de bois aussi, qui permet de ne pas se faire avoir par certains discours. Mais je vais les mettre sur Twitter si vous voulez, en réponse de BDX.io, si vous le souhaitez. Mais c'est principalement des bouquins, pour le coup. Merci beaucoup, et puis je vous souhaite une bonne après-midi.